commencer par celui-ci. Et donc, je vais solliciter l'un d'entre vous pour, pour partager son écran. Alors, est-ce qu'on est au complet? Pas tout à fait, on va encore attendre 1 minute et puis on va démarrer. Bon, déjà, est-ce qu'il y a un volontaire pour démarrer? Donc, s'il y a un ou une volontaire, il peut commencer déjà à faire le partage d'écran le temps que ça se fasse. Il sera l'heure de démarrer. Alors, qui veut bien démarrer? Allez, il me faut une ou un volontaire. Ne vous disputez pas. Allez, voilà, il est 9h30, là, il faut qu'on démarre. Allez, qui partage son écran? Allez, il faut vous décider, là, on perd du temps, hein. Moi, je vais bien essayer. Bon, merci. À partager. Alors, ma photo est là. Mince. Du coup, là, vous voyez bien ou... Alors, Vous voyez aussi le bureau de mon ordinateur? oui, oui, on voit. C'est un peu petit, mais pour moi, ça va le faire. Comme ça? Ah, c'est parfait. Ok. Du coup, j'ai pas les noms devant mes yeux. Donc, en fait, effectivement, vous proposez une synthèse pour convertir le produit de départ, qui est la bromocétone là, dans un alcool produit. Et on vous disait, ça ne marche pas. Donc, on demandait d'expliquer pourquoi ça ne marchait pas et de proposer une solution alternative. Donc, au début, vous expliquez pourquoi ça ne marche pas. Alors, allez, je vous laisse la parole. Alors, du coup, ça marchait pas parce que l'organomagnésium, il pouvait réagir avec l'acétone qui était sur la même molécule. Et donc, ça ne donnait pas du tout le produit. Oui, alors. Ou alors, oui. Oui, Ça, enfin, oui, disons que je ne sais pas pourquoi vous voulez faire agir avec un aldéhyde. En fait, le problème se pose dès le début. Là, Alors, en sur fait, le principe, vous avez raison. avant, Voilà, vous avez raison sur le principe, mais disons que la réaction, une fois que vous formez l'organomagnésium à partir de D, cette molécule, en fait, elle réagit directement sur elle-même, oui. sans avoir besoin de faire intervenir un intermédiaire.
hein. Donc, le cétoaldéhyde. Donc, effectivement, l'organomédésien de départ va réagir sur lui-même, alors en version intermoléculaire, en Oui. version intramoléculaire. Enfin, vous allez avoir plein de réactions qui vont se produire et qui ne conduiront pas effectivement au produit. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous proposez donc pour effectivement solutionner le problème? C'est en dessous. Oui, du coup, de protéger la, la fonction cétone avec un acétate, Alors, un c'est pas, acétal. alors, c'est pas un acétate, c'est un acétal. Oui, un acétal. Un acétate, c'est un ester. Oui, oui, oui. Ok, un D'accord. Donc, acétal. juste, c'est un problème de nomenclature, hein, c'est un acétal. A-C-E-T-A-L. Mais c'est ça. Donc, on protège sous la forme d'un acétal. Ensuite, Et ensuite, on fait la réaction qui était prévue au départ. donc effectivement, donc vous formez l'organomagnésiens. Cet Voilà. organomagnésien, vous le faites réagir sur le formiate d'éthyle, donc qui est le réactif 2, hein, donc de l'énoncé. Alors effectivement, vous n'avez pas détaillé le mécanisme, mais c'est pas grave, on va en sortir. Donc on obtient effectivement un aldéhyde. C'est normal, hein, sur un formiate, l'addition des grignards, ça donne un aldéhyde. Et ensuite, vous refaites réagir, c'est ça, vous faites réagir votre aldéhyde sur une deuxième Oui, molécule organomagnésien. voilà. Et ensuite, on enlève du coup notre groupe acétal. Et à la fin, on déprotège, hein, une fois qu'on a fait la réaction que vous souhaitez faire. Moi, ça me convient. Ça me convient. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon pour tout le monde? Ok, bon, si c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir passer à l'exercice 21. Alors, qui se lance sur l'exercice pour l'exercice 21? Allez, il faut un volontaire. Merci. À vous la parole. Vous partagez votre écran. Attendez. Ok. C'est bon, moi je vois bien en tout cas. Oui. Oui, alors, votre rupture de Lewis, elle est pas fausse, elle est incomplète, en fait, parce qu'il faudrait mettre les doublés non liants. Hein, vous avez oublié les doublés non liants. Donc, en fait, il y a deux doublés non liants sur chacun des azotes extérieurs. Hein, quand on vous demande, en fait, quand on vous demande de représenter une structure de Lewis, vous devez mettre non seulement effectivement les liaisons covalentes, sigma et pi, ça vous l'avez fait, vous devez mettre aussi les doublés non liants. Et les charges. Ça, vous l'avez fait. Les charges, c'est juste. Il y a deux charges moins, une charge plus, effectivement, sur cette forme mésomère qui est la forme mésomère principale. Et donc, effectivement, il manque juste, en fait, quatre doublés non liants. Deux par azote à droite et à gauche. Oui.
Oui, alors c'est juste. L'explication, ça me paraît logique. C'est un peu court peut-être. Alors, mais c'est juste, hein. Déjà, si on devait classer le mécanisme tel que vous l'avez représenté, vous l'avez parfaitement représenté, c'est un mécanisme de quel type ça? Oui, mais elle est un peu plus loin. Oui, encore un peu plus loin, on va y arriver. C'est une SN2. Bon, alors pourquoi c'est une SN2? Oui, alors, mais alors ça, vous répondez à l'envers, en fait. Ça, c'est plutôt une conséquence et pas une cause. Pourquoi c'est pas SN1? Pourquoi c'est SN2 ici? Mais oui, c'est ça. C'est un très bon nucléophile. Alors effectivement, N3- est un très bon nucléophile. D'abord parce que c'est chargé négativement, et puis que c'est pas encombré. Hein. L'ion N3- est linéaire. Alors là aussi, j'en profite parce que j'ai lu beaucoup de choses un peu bizarres des fois dans vos exercices. Certains m'ont représenté l'ion N3- sous une forme triangulaire. J'ai vu beaucoup de choses. Non, c'est linéaire N3-. Donc c'est linéaire, donc c'est peu encombré, c'est très peu encombré. Et comme en plus ça porte une charge négative, c'est un très bon nucléophile. Et donc, c'est un très bon nucléophile. Par conséquent, ici, on a un mécanisme de type SN2. Oui, je vais vous donner un certain nombre d'éléments hein, là par rapport à ce que j'ai lu dans vos exercices. Donc effectivement, c'est un très bon nucléophile. Et puis, alors, certains d'entre vous donc SN2, puis je reviendrai après sur SN2 après, m'ont écrit que c'était une base forte. Non, N3- n'est pas une base forte. Hein. C'est pas une base forte. D'ailleurs, le pKa de l'acide correspondant, il est égal à 4,7. C'est équivalent à l'acide acétique, si vous voulez. Hein. Donc, ici, c'est une base faible. N3- est une base faible. C'est une base faible, donc peu encombrée. Donc, c'est une espèce qui est très nucléophile. Alors, non, oui, alors non, je vous demande juste 30 secondes parce que je veux faire un commentaire supplémentaire. Alors, vous avez très justement fait attaquer le nucléophile sur le carbone de droite, mais beaucoup de vos camarades l'ont fait attaquer sur le carbone de gauche. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez attaqué sur le carbone de droite et pas sur le carbone de gauche? Oui, alors, mais ça, c'est valable. Alors, vous avez entièrement raison, c'est valable parce que vous avez un mécanisme SN2. Et si c'était un mécanisme de type SN1, ça pourrait être de l'autre côté. Voilà, donc effectivement, il faut que tout ça soit bien cohérent. Alors vous, c'est cohérent, vous avez fait un mécanisme SN2, donc effectivement, les mécanismes SN2 sont fortement dépendants de l'encombrement stérique. Et donc, en fait, une SN2 est favorisée lorsqu'il y a peu d'encombrement stérique. Et donc, vous avez à juste titre, excusez-moi, fait attaquer le nucléophile sur le carbone le moins encombré. Est-ce que tout ça est clair pour tout le monde? Parce que si vous avez des questions, comme j'ai vu beaucoup de gens m'écrire des choses qui n'étaient pas justes là-dessus, n'hésitez pas, si c'est pas clair, si vous ne comprenez pas pourquoi, n'hésitez pas à intervenir avant qu'on continue le mécanisme de l'exercice. J'avais juste une question. Oui, On avait vu dans le cours qu'on avait une addition nucléophile sur les époxydes. Lorsqu'on était en milieu basique, ça attaquait du côté le moins encombré. oui, parce que si vous voulez, quand vous êtes en milieu basique, vous avez une espèce qui est très nucléophile, qui est chargée négativement. Donc Oui, c'est un mécanisme SN2, et c'est pour ça que l'attaque se fait sur le carbone le moins encombré.
D'accord. Et là, on ne peut pas le justifier? Si, parce Enfin, que en fait, c'est pareil, vous avez un très bon nucléophile, une espèce qui est chargée négativement, et donc c'est un mécanisme SN2. d'accord, ok. Merci. Excusez-moi, d'autres questions? Non? Bon. Monsieur, Oui, est-ce que vous m'entendez? pas Le très micro, bien, parlez un tout petit oui, peu le plus fort. micro, il marche pas très bien des fois. J'ai des petits soucis. Allez. Je vais essayer de parler plus fort. C'est au niveau, enfin, pour dire que c'est un bon nucléophile, est-ce que dès qu'on a une charge moins, on peut dire que c'est un bon nucléophile ou pas? C'est pas suffisant. Parce que vous avez des espèces qui possèdent une charge moins et qui sont très encombrées, auquel cas ce ne sont pas des bons nucléophiles. Un bon D'accord. nucléophile, d'abord, il faut qu'il soit chargé, préférentiellement chargé, mais aussi pas encombré. Ok, d'accord. L'encombrement est très très important. Parce qu'on peut avoir des nucléophiles qui sont de bons nucléophiles parce qu'ils ne sont pas encombrés, même s'ils n'ont pas de charge. Si vous prenez par exemple, si vous prenez une espèce du type CH3SH, par exemple, un thiol n'est pas chargé, mais c'est un bon nucléophile s'il n'est pas encombré. Hein, donc, pourquoi est-ce qu'un thiol est un bon nucléophile? Parce que d'abord, celui-ci, donc CH3SH, n'est pas encombré. Alors en plus, le soufre est un atome qui est très polarisable. Ok. Hein. Je reviens sur ce que j'avais dit en cours et surtout relisez bien votre cours avant l'examen de la semaine prochaine. Hein. La nucléophilie dépend de la présence de la charge, effectivement. Si c'est chargé, c'est plus nucléophile. Dépend de l'encombrement stérique. Quelque chose qui est gros n'est pas nucléophile. Dépend de la polarisabilité de l'atome, c'est-à-dire que les atomes plus gros donnent de meilleurs nucléophiles. Le soufre, par exemple, ou le phosphore sont plus nucléophiles que les espèces oxygénées et azotées. Et ça dépend aussi, n'oubliez pas, du solvant. Alors là, le solvant, vous ne le donnez pas. Donc là, vous ne pouviez pas savoir. Mais pour les espèces chargées, la nucléophilie dépend également du solvant. Donc, en fait, il y a 4 paramètres qu'il faut examiner lorsque vous posez la question de savoir si l'espèce que vous avez dans l'exercice ou dans votre ballon, elle est nucléophile. Je répète, charge ou pas charge, taille, polarisabilité de l'atome et solvant. Il faut examiner tout ça. Et ici, vous aviez 2 paramètres à votre disposition. 1, une espèce chargée. 2, elle n'est pas encombrée. Donc, c'est un bon nucléophile. Très bien, merci. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Puis, de toute façon, vous pouvez toujours reposer une question après. Allez, on vous écoute pour la suite. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas une petite erreur de forme dans votre mécanisme? Non, non, alors bon, que ce soit la molécule d'eau ou le proton qui interviennent, peu importe. On peut prendre le proton au H+, ou à l'eau, c'est pas très grave, ça. Non, quand je parle de forme, c'est plutôt votre flèche. Oui, Thaïs a dit le sens de la flèche. Alors, ça aussi, je l'ai vu souvent. Vous n'êtes pas la seule. Alors, c'est une convention. C'est vrai que c'est une convention, mais par convention, la flèche, elle va du moins vers le plus. Vous n'êtes pas la seule. Hein. Donc, mais faites attention à ça. C'est bien de respecter les conventions. Ok, donc je vérifie. J'ai pris plein de notes sur vos exercices. Ah oui, oui. Encore une chose que j'ai à vous dire. Oui, alors, sur le N3-, là, en haut, là, sur la formule de Lewis, vous n'avez pas fait l'erreur, hein, mais certains m'ont rajouté une case vacante au niveau de l'azote central. Ah, il n'y a pas de case vacante sur l'azote central. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de case vacante sur l'azote central? Parce que l'azote est bien entouré de 8 électrons, 4 doublés de liaison,
4 fois 2 égale 8, ça fait 8 électrons. Donc l'azote central respecte parfaitement la règle de l'octet, il n'y a donc pas de case vacante. Voilà, bon, je pense que je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire sur ce que j'ai lu. Ouais, je pense que voilà, ça résume bien ce que je voulais vous dire sur cet exercice. Avant de passer au problème, est-ce qu'il y a quelques questions encore sur cet exercice? C'est clair pour tout le monde? Nickel. Bon, ben on va passer au problème. C'est le problème 6 que vous aviez à faire, vous, hein, je crois. Alors, hop, je vais juste ouvrir mon poly à la bonne page pour avoir les questions. Voilà. Alors, le problème 6. Alors, il vous en a posé des problèmes, ce problème 6. Pas été facile pour tout le monde, hein. Bon, il n'était peut-être pas facile, je ne sais pas. On va voir ça ensemble. Alors, qui commence? Allez, il faut que quelqu'un se lance. Surtout que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur le problème 6. Des choses qui, effectivement, sont importantes, des choses qui, visiblement, n'ont pas été tout à fait bien assimilées. Donc, c'est important qu'on passe du temps à corriger ce problème. Allez, qui se lance? Oh, je veux bien étudier les premières questions. Ok, ben allez-y, merci. Alors, les premières questions. Je vais prendre mon polycopier. Ah oui. Ok, allez. C'est dur, les molécules pontées cycliques. C'est pas toujours facile à représenter, effectivement. Là, c'est tout le problème quand on essaie de représenter sur une feuille de papier qui est en deux dimensions des molécules qui sont vraiment bien en 3 dimensions. Je vous le concède. Alors, on vous écoute. Pour la première question, il fallait trouver la réaction de Diels-Alder pour former la première molécule, numéro Ouais. 3. Ouais. Du coup, j'ai pris ces deux molécules ici. Voilà. J'ai Oui. attaqué du coup, la triple Ouais. liaison. Ouais. En isomérie et ici attaquer le reste. Effectivement, bon, c'est juste. Hein. Alors, 2 remarques sur cette question. Alors, concernant ce que vous avez représenté, c'est bien. Hein. Il y a juste une petite faute de formalisme. Les alcynes sont linéaires. Vous m'avez fait des liaisons coudées. Donc, c'est bien linéaire un alcyne. Hein. Bon, ça, c'est vraiment du... c'est pas anecdotique, mais voilà, il faut que vous fassiez attention à ça. Vous êtes très nombreux à me représenter les alcynes comme les alcènes. Or, les alcènes, effectivement, vous avez des angles de liaison de 120 degrés. Dans les alcynes, c'est 180 degrés. Ah, d'accord ? Voilà, donc sinon c'est bien. Alors c'est bien un alcyne, le diénophile 2. Si vous voulez obtenir une double liaison, il faut que vous partez d'une triple liaison. Parce que certains m'ont écrit un alcène pour 2. Non, si vous prenez comme diénophile un alcène, il va vous manquer sur le produit de la réaction Diels-Alder une double liaison. OK ? Et juste une question, ici, pourquoi on prend le benzène comme solvant? Alors on prend le benzène comme solvant parce que c'est de la vieille chimie. Aujourd'hui, on ne prendrait plus du benzène comme solvant parce qu'il est interdit. Voilà, le benzène, vous voyez, c'est quelque chose qui a été fait dans les années 50. J'étais même pas né, et loin s'en faut d'ailleurs. Hein. Et à l'époque, le benzène était très très utilisé parce que c'est un très bon solvant en fait. C'est un excellent solvant, c'est un des meilleurs solvants qui soit en termes de solubilisation des molécules. Voilà, c'est tout. Le benzène, il n'y en a plus aujourd'hui à l'école de chimie, mais quand moi j'étais élève ingénieur de mon temps, il y en avait sur les paillasses hein, et en libre service. Hein. Aujourd'hui, c'est même plus autorisé à utiliser. Hein. Voilà. C'est juste une question d'époque. Aujourd'hui, on prendrait autre chose. On pourrait prendre du toluène, par exemple, ou des solvants halogénés qui sont quand même considérablement moins toxiques que le benzène. Hein. Je pense que le benzène, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un produit qui est cancérigène. Voilà. Okay. Hautement cancérigène. Ensuite, pour la 2,
Oui. il fallait qu'on fasse une hydrogénation catalytique. Ouais. Et on l'a fait attaquer sur 7. Non, non, attendez. Ah si, c'est ça. On l'a fait attaquer sur cette double liaison ici. Oui, oui. Parce que vis-à-vis de la molécule qu'on veut obtenir après, pour la 5 par exemple, on se dit que ce serait plus probable que ce soit de ce côté-là. Oui, alors effectivement, ici, il fallait deviner en fonction de ce qu'il y avait après. Hein. Ceci dit, il y a une explication. Alors, bon, il y a une raison. Hein. Effectivement, la double liaison avec les groupements électroattracteurs, l'autre, en fait, elle est désactivée vis-à-vis de l'hydrogénation. C'est pour ça que c'est sélectif. Hein. Bon, je ne vous l'ai pas dit en cours, effectivement, ça, vous ne le saviez pas, mais vous pouviez le deviner par rapport à la structure de la molécule 5. Hein. Avec la molécule 5, vous pouviez deviner effectivement où ça s'hydrogénait, donc je suis d'accord. Ensuite, on faisait encore réagir par Descender. Du coup, c'est que par ici. Et on avait juste une petite question. oui. On n'avait pas vu en TD que si le cycle était encombré comme ici, par exemple, ça ne pouvait pas vraiment réagir. Non. Alors ici, ça réagit plutôt bien. Je ne sais pas d'ailleurs si la température de réaction a été mise. Oui, c'est 100 degrés dans l'éthanol. C'est pas une très haute température, c'est-à-dire que c'est très réactif. Et c'est réactif parce que vous avez 2 groupements électroattracteurs sur le diénophile. Vous avez 2 esters, hein, d'accord, les CO2CH3 là. Ce sont des groupements électroattracteurs et on avait vu en cours que lorsque vous avez des groupements électroattracteurs sur le diénophile, on a une meilleure réactivité. Donc en fait, c'est une réaction qui marche bien. Mais du coup, par exemple, pour le 1, si on avait mis les groupements ici sur le cycle, ça aurait aussi bien marché ou pas? Alors en fait, ça marche. Alors, ce qui facilite la réaction, c'est la présence de groupements électroattracteurs sur le diénophile et la présence de groupements électrodonneurs à l'inverse sur le diène. Okay. Voilà. Okay, parfait. Et du coup, à la fin, on obtenait cette molécule 4. On obtient la molécule 4. Ouais. C'est ça. Alors, je regarde juste si j'avais... À ce stade-là, je pense qu'il n'y avait pas trop de choses. C'est après que j'ai vu des choses un peu bizarres. Non, là, c'est bon. C'est bon, on peut continuer. Jusque-là, globalement, c'était pas trop mal ce que vous avez fait les uns et les autres. Alors pour le 3, ouais. Je continue. Oh, vous continuez. Vous êtes bien parti. Ensuite, pour le 3, on a fait réagir du coup avec LiAlH4. Et ça transforme juste les liaisons en liaisons en alcool. Ouais. Alors le mécanisme, on l'a pas marqué par contre. On l'a pas vu en cours. On l'a pas vu en cours. On avait cherché un peu sur Internet. Du coup, on pourrait juste mettre ça en examen sur la question. Ah oui, en examen, si vous avez une réduction par LH4, vous donnez le produit. Hein. Le mécanisme, vous le verrez après Noël avec M. Roucou, parce que c'est lui qui va traiter de ce chapitre spécifiquement, en fait. Donc, il vous fera le mécanisme. En fait, en 2 mots, hein, tous ces réactifs, c'est des donneurs d'hydrure. Donc, en fait, ils transfèrent un H- et vous avez un H- qui va attaquer le carbonyle, hein, tout simplement. Oui. Voilà. Alors, ça va nous donner donc un alcool. Alors, oui, là voilà, donc ça donne ça. Alors, juste là, moi, j'ai quelques remarques à faire. Donc, je vais quelques remarques là-dessus parce que j'ai vu beaucoup de choses qui étaient inexactes. Alors, par exemple, déjà, quand vous faites la réduction... Alors, est-ce que vous pouvez enlever le partage d'écran? Je vais écrire, parce que je ne vais pas y arriver oralement, c'est trop compliqué. Je vous redonnerai la parole après. Donc, effectivement, quand vous faites la réduction de quelque chose comme ça, pardon. Donc, je vais me mettre en bleu. Hop. Ça, c'est vrai qu'on a vu ça en cours, hein. C2H5, par exemple. Donc, LiAlH4. On obtient RCH2OH. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un carbone qui apparaît ici. D'accord? Le carbone, il vient de celui-ci. Parce que certains m'ont écrit des choses très bizarres. Alors, certains ont oublié, bon, ça arrive, ils m'ont écrit directement ROH. Ils ont oublié, en fait,
le carbone ici. Le carbone du carbonyle, il est réduit, donc il va prendre des hydrogènes, il va devenir un RCH2. Certains m'ont écrit, ils m'ont écrit des choses. Alors, certains m'ont écrit, alors ça, c'est pas grave en soi, mais certains m'ont dit qu'on obtenait un alcoolate. Alors, c'est vrai de façon intermédiaire, mais il en va des réductions par les hydrures comme des additions des organomagnésiens, par exemple. À la fin, effectivement, on traite, hein, toujours. Alors, ce n'est pas toujours dit dans les énoncés. Alors, j'essaie maintenant de faire plus attention de l'ajouter, mais nécessairement, on n'isole pas l'espèce chargée, on va mettre à la fin H2O ou H+, de façon à isoler l'alcool. Hein. Voilà, donc on va de toute façon jusqu'à l'alcool. Hein. C'est comme dans les additions des organomagnésiens, il y a toujours une phase de traitement par une solution aqueuse un peu acide, de façon à isoler une molécule neutre, si vous voulez. J'ai lu aussi, alors des choses que j'ai lu ça, que ça donnait, certains m'ont écrit, ah oui, alors certains m'ont écrit ça, ce qui correspondrait ici à une saponification de l'ester. Ce n'est pas une saponification, d'accord? Ce n'est pas la transformation d'un ester en carboxylate, c'est de réduction. Hein. Pour faire une saponification, on n'utilise pas un réducteur, on utilise une base, d'accord? Bon, je pense que c'est à peu près tout. Oui, je crois que c'est un peu. Ah, si certains, si certains, alors je change de couleur parce qu'on n'y voit plus rien ici. Certains m'ont écrit, en gros, ils m'ont dit, alors ils ont commencé, voilà, ils m'ont dit, hop, on obtient, alors ils m'ont mis moins ou H. Ils m'ont écrit qu'on obtient anémie acétale. Non, on n'obtient pas anémie acétale, c'est vraiment une réduction. Donc, on va à l'alcool. Hein. Tout ça, toutes ces choses-là sont fausses. Hein. Voilà. Là où j'ai mis des croix, faites attention. Alors, le premier, effectivement, il ne faut pas oublier le CH2. Hein. Il y a donc un CH2 qui apparaît, effectivement, qui est issu du CO. Ce n'est pas une saponification. Ce n'est pas une formation d'hémiacétale. Et puis, le dernier cas, donc effectivement, on s'arrange toujours, hein, pour isoler une molécule neutre, mais c'est vrai d'une manière générale. Hein. Quand on vous demande la structure d'un produit de réaction, c'est rarement une espèce chargée. Hein. Parce qu'on essaie toujours en chimie organique d'isoler des espèces neutres. C'est beaucoup plus facile à isoler, c'est plus stable surtout. Est-ce que vous avez tous bien noté ça? C'est bon? Ouais. Alors, hop, je vais vous rendre. Toc. Je vous rends la parole. Alors, vous pouvez au moins finir la question 3? Oui, ça marche. Alors, du coup, on obtient ça. Et donc, oui. Après le traitement par le chlorure de mésyle, on a fait apparaître un bon groupe partant. Ici, on pense que c'était ça. Ouais, sauf que votre groupe partant, il n'est pas bien dessiné. Ah mince. Alors, il n'est pas bien dessiné. Eh bien, écoutez. Et donc, après, alors je vais le redessiner. Et après, donc, c'est la fin de l'exercice. Donc, c'était la SN2. Alors, moi, je vais redessiner le groupe partant après. Je reprendrai la main tout à l'heure. On va juste finir la question. Donc, alors, c'est vrai qu'on obtient un mésylate qui est un bon groupe partant, sauf que vous l'avez mal représenté. Je vais corriger. Et derrière, vous me dites qu'on fait une SN2. Alors, est-ce que vous pouvez justifier le fait qu'on fait une SN2? Alors, on est sur un halogénoalkane primaire. Ouais. On n'est pas en présence d'une base forte, ni pas d'une base forte, et du coup, c'est SN2. Oui, alors effectivement, on a une espèce, enfin un électrophile qui est primaire, d'accord, et on a un très bon nucléophile. On a un très bon nucléophile parce que c'est chargé, puis en plus on a du soufre. Donc je ne sais pas si on a le solvant ici, je suis en train de regarder, non, le solvant n'a pas été mis, j'aurais dû mettre le solvant. Mais bon, peu importe, de toute façon, on a un très bon nucléophile, espèce chargée avec un atome polarisable.
c'est un substrat primaire, donc c'est une SN2. Est-ce que ce point-là est bon pour tout le monde avant que je réécrive le mésylate? Bon, alors, je vais prendre je vais partager mon écran si vous voulez bien, merci. Donc le mésylate. Donc, je sais pas comment, il avait été écrit en formule développée. Comment je l'avais écrit? Oui, CH3 SO2Cl. Je vais l'écrire correctement. Alors, évidemment, je lui prends toujours comme un manche à balai. Je vais l'écrire comme ça. C'est pas très joli, mais je vais l'écrire comme ça. Ça donne. Là, je vais l'écrire correctement. Donc, effectivement, c'est ça le mésylate. Et j'en profite parce que j'ai vu des erreurs là. Certains m'ont écrit que ça donnait je vais l'écrire là. Un chloroalcane. Non. Ça ne donne pas un chloroalcane. Ça donne un mésylate, tout simplement. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Voilà, je suis en train de regarder tant que j'y suis, si je n'ai pas d'autre chose à vous dire là-dessus. Non, je pense que c'est bon. Donc le mésylate, je répète, très bon groupe partant. C'est bon? À ce niveau-là de l'exercice, donc arrivé à la question 3, molécule 5, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Hop. Ok, bien. Alors, il reste combien de questions? Oh, il reste 3 questions. Est-ce que vous voulez continuer ou il y a un volontaire pour prendre la suite? Alors, au moins pour la question 4, ça m'arrangerait que quelqu'un d'autre la fasse parce que niveau justification, je suis pas sûr d'être très bien. Vous n'avez pas aimé la question 4? Je suis en train de la lire parce que je me souviens plus dans quel ordre vont les questions. Si vous voulez, moi, je peux essayer, monsieur. Eh bien, on vous écoute. Merci. C'est parfait. Alors, la question 4. Je suis en train de la relire. L'hydroxylation, la nanana, l'acide. Ah oui, le périodique. Ouais. Ah oui, c'est une question intéressante, oui. Enfin. Donc, alors, ça, c'est la question qui était bien là. Alors, du coup, c'est une coupure oxydante. Oui. Ce qui nous donne ici, alors, je sais pas, j'ai mon pointeur. Ce qui nous donne ici, du coup, deux aldéhydes. Alors, ensuite, du coup, il y a un proton acide qui est, il y a un proton acide qui est arraché. Donc, en fait, je suis surtout parti de. Je sais qu'il ne faut pas forcément faire ça, mais je suis parti de là et je me suis dit, OK, donc là, je dois faire un cycle comme ça. Donc, forcément, s'il y a un proton acide, il doit accrocher là. Alors, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut réfléchir. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Mais alors, justement, on va réfléchir ensemble. Alors, vous pouvez commencer par réfléchir comme ça. C'est pas idiot du tout. Ceci dit, après, il faut quand même vérifier que oui, on peut faire comme vous avez fait, sauf qu'il faut quand même vérifier après qu'il est bien acide, ce proton. Et donc, la question que je vais vous poser, c'est pourquoi ce proton est-il acide? Parce qu'il est à côté d'un groupement aldéhyde. Oui. Du coup, il est effet inductif attracteur. Ouais, mais c'est pas suffisant, l'effet inductif attracteur. Alors, je pose la question à tout le monde, vous pouvez répondre les uns les autres. Parce que sa base peut être stabilisée par mésomère. Exactement, parce qu'effectivement, la charge négative
Il apparaît ici, en là. bleu ciel, là, effectivement, En mésomère. elle est délocalisée, tout simplement. Voilà, donc on a un effet mésomère attracteur ici qui stabilise effectivement cette espèce chargée négativement. Ok, donc du coup, c'est bien ce proton Totalement. Qui est arraché. Donc ça nous donne. Alors là, j'ai essayé de faire un peu comme je pouvais. Donc j'ai la charge moins là du coup qui attaque qui attaque le carbone électrophile qui est juste le carbone électrophile de l'aldéhyde. Oui. Ensuite, du coup, il y a une double liaison qui se rabat sur le haut. Oui. Et c'est là où je suis pas du tout sûr. Là sur. Ah ouais, là c'est monstrueux. C'est monstrueux là. C'est monstrueux. Alors effectivement, alors vous n'êtes pas le seul. Alors, il est vrai que ce n'est pas un point sur lequel j'ai spécifiquement assisté en cours. J'ai d'ailleurs peut-être même pas eu l'opportunité de le faire. Vous êtes un certain nombre à avoir considéré que l'hydrogène qui était porté par le carbonyle dans un aldéhyde était acide. Et certains d'ailleurs m'ont considéré cet hydrogène-là, vous êtes nombreux à avoir fait ça, hein, globalement. Bon, ça, je ne peux pas trop vous le reprocher parce que c'est vrai que ce n'est pas un point qu'on a spécifiquement vu en cours. Mais certains, donc, m'ont considéré que l'hydrogène d'un aldéhyde était acide. En fait, pas du tout. L'hydrogène porté par le carbonyle n'est du tout acide. On ne peut pas l'arracher. C'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas arracher, même par les bases les plus fortes. C'est strictement impossible, même avec les bases les plus fortes qui existent. Pourquoi ? Parce que finalement, il n'y a rien pour stabiliser, alors c'est une des raisons, il y a pas mal de raisons, mais il n'y a rien pour stabiliser la charge moins portée par le carbonyle finalement. Oui. C'est un proton qui est totalement impossible à arracher, sauf à trouver des astuces. En fait, si on veut l'arracher, il faut protéger l'aldéhyde avant, et après, sous une forme particulière, et après on peut l'arracher. Mais sinon, c'est strictement impossible. Et donc, là évidemment, l'arrachement effectivement de ce proton est totalement impossible. Alors, du coup. En fait, mon objectif, c'est d'arriver ici. Oula, mince. C'est d'arriver ici à un moment que je puisse déshydrater, en fait, pour obtenir la scène qui est juste ici. Oui. Alors, c'est là que vous avez commis une deuxième erreur. Ah. Alors, vous n'êtes pas le seul non plus. Alors ça, c'est une erreur, c'est un truc général. Alors, je l'ai déjà dit en TD, alors c'est peut-être avec les chimistes, je ne sais pas à qui je l'ai dit, mais c'est une réaction qui est faite en milieu basique, d'accord ? On dit base chauffage. Donc, c'est une réaction qui est faite en milieu basique. Par conséquent, si vous êtes en milieu basique, imaginez que vous ayez, ça se fait normalement, vous mettez OH-, tout simplement de la soude pour faire ça. C'est comme ça que ça se fait. Bon. Vous n'avez pas de H+ dans votre milieu réactionnel. Ouais, bah justement. Donc, vous ne pouvez pas effectivement faire intervenir ici un H+ dans votre mécanisme, puisque vous êtes en milieu basique. Ouais. Donc, ouais, effectivement, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Alors, pas déshydrater comme ça. Pas comme ça. Alors, si vous voulez bien, moi, je vais faire le corriger. Ok, d'accord, je vous laisse la main. Voilà, je vais reprendre la main. Alors, le début, c'était bien. Alors, hop. Alors, je vais essayer de redessiner ça. Je vais simplifier le dessin. Alors, je vais simplifier le dessin. Hein. Donc, j'ai oublié quelque chose. Ben, j'aurais pu le dessiner. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Ok, bien. Donc, le rond, hein, c'est le cycle avec le système bicyclique. Donc, vous aviez été jusque-là. Ça, c'était bon. Voilà. Donc, vous, jusque-là, c'était bon. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez arraché l'hydrogène le plus acide de la molécule, etc. Alors, je peux mettre les hydrogènes ici de l'aldéhyde. Ce qui va se passer après, jusque-là, ça va. Vous aviez fait ça, ça va.
je peux l'écrire comme ça. Donc, on arrive à cet intermédiaire ici qui est effectivement sur lequel vous avez effectivement une charge négative sur l'oxygène. Alors vous avez absolument voulu me mettre un proton. Alors vous avez raison. À un moment, si on veut déshydrater, on est bien obligé de reprotoner cet oxygène chargé négativement. Parce que sinon, on ne pourra pas déshydrater. Je n'ai pas de bon groupe partant. Pour déshydrater, il me faut un bon groupe partant. Donc la solution ici, c'est tout simplement, ça consiste tout simplement ici. Alors j'ai écrit, puis je vais commenter après. Essayer de faire ça un peu joli. Effectivement, aller arracher le proton que je vais entourer en jaune ici, là, qui est en jaune, qui est acide, puisque lui aussi, si vous voulez, il est à côté d'un aldéhyde. Donc, l'espèce ici, là encore, comme tout à l'heure, elle est stabilisée, si vous voulez, par mésomérie. Donc, j'ai réussi, si vous voulez, à protoner mon alcoolate en allant chercher un proton acide sur la molécule. Alors ça se fait de façon, ça peut se faire de façon intramoléculaire, intermoléculaire, via une molécule d'eau. Enfin, bon, tout ça, ça se fait pas forcément. Ça peut se faire de plein de façons différentes. Hein. Il y a une molécule d'eau qui peut intervenir, c'est-à-dire céder un proton à l'alcoolate et puis ensuite aller arracher l'hydrogène en alpha-aldéhyde. C'est pas forcément intramoléculaire. Hein. Là, pas forcément. Mais le résultat, c'est que finalement, on a un échange de protons, d'accord ? Et puis là, on peut déshydrater parce que cette fois-ci, et donc j'obtiens la molécule cible. Et je relibère OH-, et en fait, il faut voir, ici, c'est une réaction qui était catalysée par le OH-, parce que finalement, le OH-, c'est le même OH-, enfin le même, si on veut, hein, en tout cas sur le papier, c'est le même OH-, je cherche juste le numéro, la molécule n'est pas numérotée, qui a permis en fait d'arracher le proton acide à côté de l'aldéhyde. Bon, ça c'était une question plus difficile, hein. J'en conviens. Mais surtout, hein, la morale de l'histoire, enfin, je ne sais pas s'il y a une morale ici, mais faites attention à quelque chose, c'est que si on vous dit que c'est une réaction qui est faite en milieu basique, il n'est quand même pas très logique de faire intervenir des H+, hein, dans le mécanisme réactionnel. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Il semblerait. Bien. Est-ce que tout le monde a eu le temps de noter le mécanisme ? Ouais ? Bon. Ok. Donc, je vais... Hop. Merci. Je vais vous rendre la parole. Donc, vous pouvez... alors, on a fini la question machin. Ouais. Est-ce que vous pouvez enchaîner sur 5 et 6 ? je peux enchaîner. Alors, je suis désolé, j'ai eu un problème de connexion. Je me suis fait déconnecter du Zoom. Donc, je ne sais pas si vous m'avez interrogé sur justement le mécanisme. Non, je ne vous ai pas spécifiquement interrogé. Non, c'est bon, vous avez un petit problème de connexion. Ok, si vous êtes reconnecté, vous pouvez... Oui. Voilà. Je refais. Tac. Donc voilà ce que j'ai fait pour la partie d'ensuite. Du coup, on part de cette molécule-là, on fait une attaque électrophile, puis
une attaque par un organomagnésiien, organolithien, C'est un organolithien, puis une hydrolyse. J'ai trouvé que ça donnait ça donne ça, effectivement. organolithien. Donc, j'ai trouvé que ça donnait ça. Ça donne ça, effectivement, oui. Ok. C'est l'attaque d'un organolithien sur un aldéhyde. Oui, alors ça fonctionne Donc, comme l'attaque d'un organomagnésiien. Il y a certains là qui bah oui, montrent oui, il n'y a pas. Ouais, alors tout le monde, je ne sais pas si tout le monde a vu ça, parce que j'ai vu des choses un peu bizarres dans certains de vos exercices. C'est analogue à l'addition d'un organomagnésien sur un aldéhyde. Hein, je vous avais dit en cours que les organolithiens fonctionnaient à peu près comme les organomagnésiens. Hein, voilà. Est-ce que c'est, je vous interromps 30 secondes, excusez-moi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde cette histoire d'attaque du phényllithium sur l'aldéhyde, ou est-ce que vous avez besoin de compléments d'information? Oui, je veux bien que vous précisiez un peu, s'il vous plaît. Vous voulez que je réécrive le mécanisme? Oui. Bon, alors je reprends la main. Parce que j'ai vu des choses bizarres, effectivement. Comment je vais dessiner ça? Ouais, je vais pas tout redessiner. Hein. Je vais redessiner le cycle à 5. Hop. Je regarde mon énoncé pour que ça soit. Puis il y a l'autre morceau. Voilà. Donc le phényllithium. Je devrais écrire plus petit parce que là, franchement, je ne vais pas m'en sortir. C'est une addition nucléophile, tout simplement. Donc, on obtient effectivement intermédiairement un alcoolate lithier, analogue aux alcoolates magnésiens qu'on obtient avec les organes magnésiens. Puis après, vous avez l'étape d'hydrolyse. C'est toujours la même chose. Hein. Alors, hop. Qui va vous donner effectivement l'alcool. Alors, évidemment, je manque de place. Hein. Hop, je vais l'écrire en haut. Je suis désolé. Je ne gère vraiment pas bien encore mon espace. Voilà. Donc, 2 étapes. La première, l'addition nucléophile de l'organolithien sur l'aldéhyde pour donner un alcoolate lithier. Et ensuite, vous avez tout simplement un traitement. Je ne sais pas si c'était mis, mais c'est toujours, il y a toujours. Hein, ouais, c'est marqué H2O, c'est ça. Donc, vous avez un traitement par H2O. Après, c'était bien écrit dans l'énoncé cette fois-ci. Donc, effectivement, qui va vous donner l'alcool plus le sous-produit. Là, c'est tout simplement LiOH, de l'hydroxyde de lithium, hein, comme sous-produit. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que tout le monde a pu prendre note? Ouais, je peux effacer? Bien, je vous redonne la main. Ok, vous pouvez poursuivre? Ah oui, excusez-moi, je poursuis. Alors, il y avait la question, effectivement, sur les précautions. Donc oui, excusez-moi, j'étais en train de parler dans le vide. Je n'avais pas activé mon micro. Donc sur les précautions, on doit les organolithiens et magnésiens, il faut les utiliser dans des milieux sans eau pour éviter cette réaction en atmosphère inerte. Donc avec des réactifs anides.
de la verrerie séchée, donc à l'étuve ou par des sels anides, et du coup travailler en atmosphère inerte. Oui, alors vous avez oublié un truc important. La verrerie séchée à l'étuve, je suis d'accord. Les réactifs anhydres, je suis d'accord. Ouais. L'atmosphère inerte, je suis d'accord. Vous Et dans êtes les d'accord? réactifs, il ne faut pas oublier les solvants. Alors peut-être que pour vous, ça Les faisait... mais- solvants anhydres. Oui, il faut le solvant anhydre. Donc l'éther ici, l'éther éthylique qui est utilisé comme solvant doit être anhydre. Voilà. Il y a Ok, juste une chose d'accord. que je ne comprends pas dans votre phrase, telle que vous l'avez écrite. Vous écrivez « On utilise une verrerie séchée à l'étuve ou par des sels anhydres ». Alors, je n'ai jamais vu sécher une verrerie par des sels anhydres. On peut utiliser des agents desséchants, comme vous dites, sel anhydre, si vous voulez, mais c'est pas pour la verrerie, c'est plutôt pour les solvants. Et par des sels anides. Ouais, les sels Oui, anhydres, c'est vrai. par exemple, je ne sais pas moi, Ouais, ouais. alors, c'est nul le sulfate de magnésium, mais en admettant, c'est vraiment affligeant, mais enfin en admettant, si vous voulez, c'est pour le solvant, c'est pas pour la verrerie. Ok, d'accord. Hein, la verrerie, on peut vraiment la sécher que dans une étuve ou avec un décapeur thermique, ou voilà, c'est la seule solution. Hein. Ok, d'accord. Verrerie séchée, quoi. Bon. Verrerie séchée à l'étuve, ça me convient si vous voulez. Hein. Voilà. Ok, d'accord. Les Parce que vous aviez dit, ouais, l'étuve, ça marchait pas trop. Ah bah le la mieux, dernière c'est de fois. prendre, c'est pas un sel anhydre, hein, dans ces cas-là, c'est de prendre ce qu'on appelle un décapeur thermique. Où il y en a en travaux pratiques. Hein, c'est des espèces de gros sèche-cheveux là, mais qui chauffent à 350 degrés. Il ne faut pas se sécher les cheveux avec. Hein. Ouais, Sinon, bah, vous allez avoir une drôle de coiffure. Hein. je pense que oui. Donc Voilà. voilà. Et donc la question d'après, c'était quelles réactions sont mises en œuvre dans la transformation de 9 à 10 alors j'ai dit, je ne savais pas s'il fallait les représenter, donc j'ai juste dit c'était quoi en fait. Je ne sais pas si vous vouliez faire ça. J'ai dit voilà, il y a remplacement du groupe OH par un groupe CL, puis une élimination. Alors ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Et en fait, je crois que j'ai pas vu beaucoup de bonnes réponses en fait sur cet exercice. Alors, je vais reprendre la main et puis on va dialoguer. Parce que je n'ai pas compris pourquoi vous aviez du mal avec cette question. Je pense savoir, mais je ne suis pas sûr. Alors, hop. En fait, vous avez un moment dans votre... alors, je ne veux pas écrire de bêtises. Donc, on a toujours pareil notre cycle à 5. Hein, je reviens toujours sur ce fameux cycle à 5. Le reste, c'est le décor. Et donc, le cycle à 5, on a ça. Et puis, on a donc la double liaison, hein, parce que c'est issu d'un réarrangement. Bon, ok. Je ne sais plus si elle est Z ou E, enfin, peu importe. Et puis, on fait réagir avec un truc qui a cette tête-là. Le R, c'est le C17, H35, etc. Hein, le R, c'est le... j'ai écrit bizarrement, d'ailleurs, dans l'énoncé, C16, H33, CH2. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas faux. Hein. Bon, le truc, là, RCOCl, c'est quoi comme famille de réactifs? C'est un chlorure d'acide, non? C'est un chlorure d'acyle. Les chlorures d'acyle, quand ils réagissent avec des alcools, ça donne quoi? Des alcools? Ben non, on a déjà un alcool. Oui. Un alcool plus un chlorure d'acyle. On a vu ça en cours la semaine dernière. Un ester. Très bien. Donc, effectivement, ça donne un ester. Alors, hop. Alors, je vais le dessiner. Ça, visiblement... Oh. Je vais l'écrire en entier, là. Allez, hop. Non, c'est bien ça. Hein. Pas de bêtises. Je reprends l'énoncé parce qu'on obtient ça. On obtient ça. Donc, c'est bien un ester. Il manque un oxygène, non? Ah oui, il manque un oxygène. Merci. Super, merci. Et puis, mais attendez,
il manque pas un oxygène. J'avais bien commencé tout à l'heure. Je sais pas pourquoi C'était bon ce que j'avais écrit tout à l'heure. Pourquoi j'ai corrigé? L'oxygène, il est là. Non, en fait, c'était bon tout à l'heure ce que j'ai dessiné. Bon, voilà. Hein, j'ai voulu corriger, je sais pas pourquoi. Ouais, effectivement, c'est un ester. Ça reste un ester, sauf que j'écrive des atomes dans le bon sens. Hein. En termes de mécanisme, on l'a pas vu en cours, mais c'est encore une addition-élimination. Ah oui, parce que là, j'ai vu des choses bizarres aussi. Certains voulaient m'écrire le mécanisme. C'est tout à leur honneur. Hein. Mais c'est ça le mécanisme. C'est une addition-élimination avec étape 1 ici, étape 2 ici. On n'a pas vu. Hein. Vous allez les revoir, ces mécanismes-là avec M. Roucou. 2 ici. Voilà. Voilà. Donc, on obtient effectivement un ester. Je l'écris, ça. OK. Alors, on obtient un ester. Et alors ensuite, donc, il était demandé ce qui se passait. Alors, vous avez proposé, vous, si nous avons une élimination, c'est ça? Alors, je suis désolé, je ne vous ai pas entendu. Oui, donc vous, je crois me souvenir que vous avez proposé une élimination, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Donc, c'est effectivement une élimination, c'est-à-dire que ce qui se passe dans l'opération ici, vous avez... Ah non, je vais mettre de la couleur. Bon, alors... On peut l'écrire un peu comme ça. C'est une élimination thermique. Alors, ce n'est pas une vraie E2. C'est pas une vraie E2 parce que vous avez pas de base, hein, je crois que là-dedans. On ne peut pas écrire que c'est une E2 parce qu'en fait, il n'y a pas de milieu basique. C'est une élimination thermique dont le mécanisme, effectivement, est assez similaire à une E2. Je suis d'accord, hein, parce que c'est tout concerté, en fait. Hein. Donc, on peut, si on devait représenter, c'était pas demandé ici, hein, mais si on devait représenter le mécanisme, on pourrait le représenter comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à écrire dans ce truc-là? Ouais. Bon, je pense que c'est bon. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Ouais, je peux effacer? Bien. Ouais, merci. Alors. Vous finissez? Il restait une question. Oui. Et après, j'aurai une ou deux remarques sur le problème. Alors, on y va. Hop. Donc, du coup, la dernière question, oui. C'est on nous dit que la réaction aurait pu être directement une réaction de Dietz-Salder. Donc voilà, j'ai dit que c'était ça les réactifs qu'il fallait utiliser. Tout à fait. Donc voilà. Et ensuite, on dit qu'au final, elle ne marche pas. Il n'y a pas de formation de produit. Je me suis dit que c'était peut-être avec l'encombrement stérique trop important des deux molécules. Ouais. Et du coup, sûrement au niveau de la formation des angles de liaison, il va y avoir des cassures parce qu'il y a beaucoup de doubles liaisons. Oui, alors je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça soit un problème d'angle de liaison. Ceci dit, vous avez raison. C'est avant tout un problème d'encombrement stérique. Et ce qui se passe, c'est que du coup, alors, les réactions de Dietz-Salder, il faut savoir que certaines sont réversibles. Hein, ça peut être des équilibres dans certains cas. Et là, en l'occurrence, la réaction est équilibrée. Et elle est équilibrée en faveur du diène et du diénophile et pas en faveur du produit de cycloaddition. Voilà, l'équilibre est déplacé dans le mauvais sens, si vous voulez. Probablement en raison de l'encombrement stérique. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors oui, donc c'est bien. Donc sur cette question, et de manière générale sur les Dietz-Salder, alors certains m'ont proposé des tas d'affaires dans tous les sens, plus ou moins pertinents.
Alors, certains sont trompés parce que quand les diènes éthiophines qu'ils proposent ne donnent pas la bonne structure. Bon, ça, ok. Et puis certains aussi ne font pas attention au fait que dans une réaction de Diels-Alder, vous devez avoir un diène et un diénophile. Hein. Pour certains, il n'y a pas de diénophile, etc. Il faut toujours qu'il y ait un diène et un diénophile, comme c'est représenté ici dans ce que vous avez mis. Donc, un diène, c'est un diène conjugué qu'il faut. Il faut 4 électrons-pi dans un système conjugué, ne l'oubliez pas. D'accord. Et puis, le diénophile, il faut qu'il y ait une double liaison ou une triple liaison. Vous ne pouvez pas faire une Diels-Alder avec une molécule qui n'a pas de double ou de triple liaison en diénophile. Ce n'est pas possible. Voilà, parce que j'ai vu des choses, quelquefois, hein, pas toujours, hein, mais j'ai vu des choses qui, effectivement, ne respectaient pas. Alors, Diels-Alder, c'est 4 plus 2, cyclisation 4 plus 2. 4, c'est 4 électrons-pi d'un diène conjugué. Et 2, c'est 2 électrons-pi du diénophile. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas faire de Diels-Alder. Hein, voilà. Bon. Je pense que là, c'est bon. Je pense que j'ai fait à peu près toutes mes remarques et mes commentaires sur l'exercice. Donc, sur ce problème, est-ce qu'il y a encore des... Est-ce que certains ont des questions? À l'examen, c'est des problèmes type comme ça qu'on aura dit. Je ne vais pas vous donner le sujet. Hein. Ah non, mais... ok, d'accord. C'était juste Non, pour savoir si ça pouvait être des exercices plus classiques. Ou... il peut y avoir de tout. Il peut y avoir, par exemple, un exercice et un problème. Ok. Par exemple. Ok, merci. Alors, moi, je vous avais promis, il nous reste un petit peu de temps, c'est parfait, qu'on finirait de corriger le problème 7. Il restait la question 5. Alors, je ne vais pas trop regarder l'affaire, la question 5. Est-ce que quelqu'un souhaite proposer quelque chose ou vous voulez me laisser faire le boulot tout seul? Je suis en train de relire la question, j'ai un peu oublié. 11 à partir de 10. Personne ne veut partager son écran? Bon. Ok. Bon, alors je vais faire, alors, parce qu'il reste 5. Si vous voulez, je peux montrer ce que j'ai fait. Je veux bien. Je ne sais plus où est-ce qu'on en était rendu. La question 5. La question 5. Ouais, la question 5. Ah je ne l'ai pas réussi. Ouais, c'est la plus difficile. Alors, je crois que j'avais réussi à faire quelque chose, mais pas sur l'élimination, je crois. Voilà. Ok, mais commencez. Il y a 2 questions faciles. C'est la dernière qui est difficile. Les 2 premières sont simples. Hein. Les 2 premières sont pas. C'est la dernière qui est un peu embêtante. Je vais me remettre là-dedans, du coup. Ok, donc effectivement, la question 5.1, c'était, je relis la question pour tout le monde, on demandait un réactif, une réaction qu'on pourrait utiliser donc pour transformer la molécule 10, d'accord, qui est issue de la réduction par LH4 de l'acétone 9, donc en la molécule 11. Alors, vous proposez... Alors, c'est pour le 1, du coup. Hein. Ouais, le 5.1, c'est bon. Hein. Donc, vous proposez... une hydrogénation catalytique. Une hydrogénation catalytique. OK. Par contre, je ne comprends pas pourquoi dans 5.2, vous avez encore laissé une double liaison sur le produit de départ. Il n'y en a plus? Ouais. OK. Bon, voilà. Alors là, après, vous avez fait la même erreur que précédemment. Un alcool plus du chlorure de mésyle, ça ne forme pas un halogénoalcane, ça forme un ester. Non. Alors, c'est une sorte de d'ester, mais plus précisément. Un chlorure d'acide. Non. Un acide carboxylique. Non. Chlorure de mésyle ou chlorure de tosyle avec un alcool, ça forme un mésylate. Merci.
on obtient un mésylate, OMS. OK. C'est quelque chose comme ça. Non? Exactement. Et donc, effectivement, vous dites que ça permet de favoriser… C'est un bon groupe partant. Voilà. Alors, vous avez entièrement raison. Ça, par contre, c'est exact. On va convertir effectivement le groupement hydroxyle en bon groupe partant parce que sinon, on peut pas envisager, effectivement, on peut pas envisager de faire la substitution nucléophile et l'élimination. Alors, vous avez raison. Après, on fait effectivement une substitution nucléophile et une élimination dans l'étape d'après. Alors, je vais me permettre de faire un commentaire. J'ai fait une SN2, là, il n'y a pas une SN1 déjà. Exactement. Alors, dites donc, comment ça se fait? Là, c'est une question beaucoup plus compliquée. Hein. Comment ça se fait que dans la question 5.3, c'est finalement un mélange de SN1 et de E1? Je pose la question à tout le monde. Hein. Alors, c'est effectivement SN1E1, mais la question qu'effectivement qu'on est en droit de se poser. Alors, vous, votre mécanisme, c'est pas bon parce que vous savez représenter une SN2 et pas une SN1. Ouais. Mais après, c'était aussi pour. Mais ceci dit, un peu plus vite, mais ceci dit, pour revenir effectivement à la question qui est posée, pourquoi ici on peut penser que le mécanisme passe par un carbocation? Parce que du coup, on passe par un carbocation. Je pose la question à tout le monde, là, on débat ensemble, là. Alors, une partie de la réponse, effectivement, il y a deux arguments. Le premier argument vient d'être donné dans le chat, là. Merci beaucoup, c'est très bien parce que on s'aperçoit qu'on a un réarrangement de carbocation qui se produit effectivement au cours de la réaction. La molécule 14, on pourra y revenir après, mais la molécule 14, qui est le produit majoritaire de la réaction, est issue d'un réarrangement de carbocation. Tout à fait. Ça, c'est le premier argument. Et il y en a un autre. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais vous donner la réponse. Alors, l'argument, notre argument, regardez, quand on fait la réaction à partir de 11 et de 11', 11 et 11', ils sont quoi d'ailleurs? J'ai une question subsidiaire. Ils sont quoi l'un pour l'autre? Quelle est leur relation entre 11 et 11'? Ça, vous devez savoir répondre à ça. Énantiomère? Non. Diastéréisomère. Ils sont diastéréisomères. Alors, on peut dire qu'il y en a un qui est endo et l'autre exo, hein, effectivement, mais ils sont diastéréisomères. Et regardez, si on fait la réaction avec 12 et 12' qui sont là aussi des diastéréisomères, au niveau de 13, du produit de la substitution nucléophile, on n'obtient qu'un seul diastéréisomère. C'est-à-dire que l'on parte du diastéréisomère 12 ou du diastéréisomère 12', à la fin, on a exactement la même chose. Pourquoi ce n'est pas compatible avec une SN2? Parce que SN2, il y a inversion de la configuration. Parce que dans SN2, il y a une inversion de la configuration, et donc on aurait dû obtenir un 13 et un 13'. Oui. Parce que c'est une réaction qui est stéréospécifique, la SN2.
Et donc, on aurait dû avoir un mélange de 13 et de 13'. Et donc, en revanche, si on passe par le même carbocation, parce que finalement, ce qui se passe, c'est qu'à partir de 12 et de 12', on a dans les deux cas le même carbocation. Et donc, à ce moment-là, effectivement, le produit 13, il est issu de l'attaque, donc du nucléophile, par la face la moins encombrée du carbocation. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça a l'air, hein? Alors, tant que vous êtes avec votre bel iPad là, est-ce que vous pouvez me représenter le réarrangement du carbocation? Est-ce que vous voyez? Bah ouais, mais du coup, là, je me suis trompé, là, non? Au niveau de la réaction, du coup. Bah là, ce que vous m'avez écrit, c'est la SNM et vous êtes trompé parce qu'en fait, l'attaque se fait par en dessous. Ok, donc il n'y a pas le réarrangement. Donc là, attendez. Oui, l'attaque se fait par en dessous. Donc. Ouais, elle se fait par en dessous. Donc, du coup, là, il y a un réarrangement de carbocation à cette. Alors, il y a 20%, si vous voulez, de SN1, ce que vous avez écrit là, sauf que la flèche, elle arrive par le dessous, si vous voulez. Oui. Et puis, il y a 80% d'un réarrangement de carbocation. Alors, est-ce que vous pouvez m'écrire, si vous avez la place, je ne sais pas, avec une autre couleur, par exemple, le réarrangement de carbocation. Donc, à partir de là, alors, du coup, ça, là, c'était un H. Oui, c'est un H. Alors, est-ce que vous le voyez? Sinon, je le ferai. Hein, c'est pas... Un réarrangement de carbocation, il faudra un tertiaire, peut-être une charge plus ici déjà. Donc, alors, mais comment on peut l'obtenir? Comment est-ce qu'on peut l'obtenir? Ouais, alors je vais essayer de faire ce que je peux. Comment est-ce qu'on peut l'obtenir? Juste la flèche, le déplacement, en fait. Quelle liaison on va casser, à votre avis, pour obtenir le réarrangement de carbocation? Je dirais la liaison là. Non. Non, parce que le H n'est pas acide. Quelle liaison on va casser là? Ouais. Comment la choisir? J'avoue que j'ai un peu du mal. En fait, c'est la liaison qui est à droite du pont. À droite du pont? Du pont, ouais. Celle-là? Non, en dessous, celle-là. Et vous avez oublié un CH3 d'ailleurs en tête de pont. Il y a normalement un CH3 en plus, parce que sinon ça ne vous fera pas un carbocation tertiaire, en train de me dire, c'était pas logique cette affaire. Ouais, donc il est... sur le pont. Ah oui. Donc, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Et donc, si vous cassez la liaison qui est juste à droite, okay, et que cette liaison, vous la mettez vers le carbocation, vers le... Voilà, par là, à gauche, vers la gauche, non, sur la charge plus. Ah, ok, d'accord. Donc là, vous allez former un carbocation tertiaire. Ok. Donc là, alors, je vais... Ah, mais du coup, je ne peux pas faire de copier-coller, je pense. Donc ça me donne ça. Ça. Alors, la liaison, là, est allée sur la liaison plus. Ouais. Voilà. Alors, il faut casser la liaison, effectivement, que vous venez de déplacer. Et il faut relier maintenant les deux carbones, là, qui sont tout seuls, là. Voilà. Et si vous faites apparaître une charge positive sur le carbone tertiaire. Donc comme ça. Ouais. Non. Non, okay. non. Celui-là, il est secondaire. Là où il y avait la tête de pont, en fait. Ah, là. Voilà. Donc là, vous avez fait votre arrangement de carbocation. Et qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant pour obtenir la molécule 14? Il a une addition hydrophile. Non. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est une E1. Alors, on révise. C'est une E1. Je suis bête. Ouais, c'est une E1. Donc, quelle est la dernière étape d'une E1? Le départ d'un hydrogène. Voilà. Alors, on le prend où, l'hydrogène qui s'en va? Alors, c'est très facile parce que regardez à la structure de 14, vous obtenez un alcène terminal à la fin. Ouais. Okay, alors, je regarde juste. 14, alcène terminal. Donc, lequel qui part là-dedans? C'est sur un carbone qui est lié au carbocation, donc vous n'avez pas beaucoup de choix. Donc, c'est celui-là. C'est là. Voilà. C'est un hydrogène qui s'en va ici. Donc,
Ok, donc bah ouais, mais comment est-ce que je représente ça du coup? C'est-à-dire ça fait quelque chose comme ça? Ouais, Hop, voilà. Et celui-là, bah, et celui-là s'en va. il s'en va. Voilà, exactement. Non, dans Hop l'autre sens, là. dans l'autre sens, dans l'autre sens. C'est un H+ qui s'en va, pas un H-. Hein. Ah oui, c'est moi, je suis bête. Ah, donc ça fait comme ça. Voilà. Et ça, ça Bon, vous. c'est petit, je suis désolé. Ouais, c'est pas grave, ça vous donne 14. Donc du coup, je refais ça, mais c'est juste pour changer. Tac. Oui, alors après, il faudrait Ouais, redessiner la après, molécule. Voilà, parce que ouais, c'est pas facile, mais Ouais. ça, voilà, bon, ça donne 14. Voilà. Ok. Voilà. Je redessine ça tranquillement. Tac. Voilà, est-ce que. Ben, du coup, on l'a fini, hein, le problème 7. C'est bien, hein, on a fini. Est-ce que vous avez des questions? Des questions d'ordre général éventuellement, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous souhaitez voilà, faire part d'une question? Monsieur, Oui. est-ce que ce serait possible d'avoir le corrigé du problème 9? Ben, j'ai pas de corrigé, j'ai pas de corrigé j'ai pas de corrigé tapé, hein, je suis désolé. Moi, si vous voulez me l'envoyer, je le regarderai puis je vous dirai. Il y a un de vos camarades qui me l'a envoyé. Hein, je lui ai fait je lui ai pas fait un corrigé, mais je lui ai dit ce qui allait pas. Ok, bon, merci beaucoup. Hein, donc, voilà. Ah non, mais. Oh, c'est pas facile à dessiner, alors surtout sur une tablette. Vous embêtez pas, le 14 est dessiné dans le poli. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur, il dure Ok. combien de temps l'examen? J'ai prévu 1h30. D'accord, merci. Plus tiers-temps éventuel s'il y en a. Il faut que je me renseigne. Comme les années précédentes, généralement c'est 1h30. Et donc si j'avais un conseil à vous donner, quand même, relisez bien votre cours, c'est important. C'est vraiment important, hein, parce que il y avait quand même pas mal d'erreurs. Je vous l'ai dit, hein, je vous envoyais un petit mail là. C'était pas pour être désagréable, mais parce que j'ai été un peu affolé quand j'ai vu les erreurs qu'il y avait dans vos exercices. Je trouvais qu'il y en avait encore beaucoup pour une fin d'année comme ça. Et quelquefois, c'est des choses que vous pourriez éviter très facilement si vous connaissiez mieux le cours. Là, c'est vraiment important que vous repreniez dans votre cours les mécanismes. Hein, et alors, je répondrai à la question après, oralement, s'il vous plaît. Et puis, parce que je ne vois pas tout. Et puis, également, tous les bilans qu'on a fait sur SN1, SN2, différents cas, primaires, secondaires, reprenez bien tout ça sur les bilans. Hein, c'est important. Hein. Hein, vous ne pouvez pas me réinventer la chimie. Vous pouvez pas me réinventer la chimie. Vous êtes encore trop jeune pour ça. Alors, il y avait une question qui a été posée là. Est-ce que vous pouvez me la donner oralement? Je peux peut-être regarder. Alors, ok. Alors, première question, minéral et organique. Organique, c'est tout ce qui contient du carbone. Quand vous avez un réactif qui n'a pas d'atome de carbone, c'est minéral. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Oui? Bon. Base forte et un solvant protique. Quand est-ce que le solvant atténue la base? C'est pas une question facile. C'est pas une question facile parce que je comprends pourquoi vous posez cette question. C'est pertinent. On doit se poser, alors je vais répondre autrement. On doit se poser la question quand on est dans un cas limite. On s'était posé la question, je ne sais pas si vous vous souvenez, alors, je ne sais pas si c'était avec vous ou si c'était pas avec vous. Alors, attendez, je reprends. C'était le X. Ouais, c'était avec vous. C'était le X17. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'exercice X17. On s'était posé la question pour la réaction du cyanure sur le chloroalkane secondaire.
Et on s'était posé la question pourquoi? Parce que c'était un cas, je dirais, limite. Généralement, on n'est pas dans des cas limites. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a un tertiaire et une base forte, même si le solvant est protique, on ne se pose pas la question, c'est une élimination E2, il n'y a pas de doute. Le cas limite, c'est d'abord quand on a des secondaires, parce qu'effectivement, quand on a des secondaires, on peut tout avoir. Primaire, tertiaire, on ne se pose pas de questions. Bon. Quand on a un secondaire et quand on a une espèce comme l'ion cyanure, qui est un bon nucléophile et une base assez forte sans être très forte. Et là, en l'occurrence, quand on est dans un cas comme ça, où on est à la frontière, effectivement, un solvant protique est capable de modifier la réactivité. Mais c'est uniquement dans un cas pareil, c'est-à-dire effectivement un substrat secondaire et une base qui est forte sans être très forte. Sinon, vous ne vous tracassez pas avec ça. Est-ce que ça vous aide? Ce n'est pas facile de répondre à cette question-là. Parce que c'est presque au cas par cas. Oui, ça vous aide? Si vous avez un cas qui vous gêne à un moment dans un exercice, avant l'examen, vous m'envoyez le cas et puis je vous répondrai. Alors, mais quand on a CH3, CH2 au moins, est-ce que ça atténue la base? Alors, en fait, dans un cas pareil, c'est une base suffisamment forte. L'éthanolate, c'est une base plus forte que l'ion cyanure. Donc, c'est une base suffisamment forte pour qu'on ne se pose pas la question. Quand vous avez de l'éthanolate et que vous êtes en milieu concentré, vous allez faire l'élimination. Parce que c'est plutôt la concentration de la base qui va être important. Donc, effectivement, éthanolate, base forte, concentrée, élimination. Si on met juste un tout petit peu d'éthanolate pour basifier le milieu, là, ça sera de la substitution nucléophile. C'est parce que vous en mettez très peu. Hein. N'oubliez pas, base forte, concentrée, on va vers l'élimination avec les secondaires. C'est le cas des secondaires qui pose toujours problème. Hein. Et à l'inverse, lorsque on est un milieu très faiblement basique, c'est-à-dire qu'on met très peu de base, on va plutôt vers la SN2. Alors, c'est vrai, dans certains exercices, c'est pas toujours bien précisé. À l'examen, je ne sais plus ce que j'ai posé, mais je vais faire en sorte que je n'ai pas encore soumis totalement le sujet. Ça sera précisé. D'ailleurs, dans les derniers exercices, c'était, si vous regardez par exemple l'exercice X25, c'était précisé. Maintenant, je le précise systématiquement. Généralement, quand ce n'est pas précisé, c'est que c'est concentré. En général, lorsque ce n'est pas précisé, on considère que c'est une base forte concentrée. Voilà. Mais désormais, je le précise. Comme ça, il n'y a pas de souci. D'autres questions? Non? Bon, donc d'ici l'examen qui est la semaine prochaine, si vous avez quelque... Me ne noyez quand même pas sous les questions parce que si vous voyez mon emploi du temps d'ici la semaine prochaine, c'est abominable, mais j'essaierai de répondre à vos questions si effectivement si vous en avez hein, avant l'examen et ne me les envoyez pas le 14 au soir à 22h hein, parce que là je pense que je ne répondrai pas. Hein. J'aurai pas le temps et puis je crois qu'à un moment j'arrête quoi. Hein. Mais d'ici la fin de la semaine, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bien, eh bien écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous libérer. Mais si vous avez encore des questions, je sais que vous n'avez rien après, n'hésitez pas. Moi j'ai encore un tout petit peu de temps. Non, c'est bon? Ok, si c'est bon, merci beaucoup. Révisez bien, ne négligez pas votre cours, c'est important, j'insiste dessus. Et on se revoit au plus tard mercredi, au mardi ou mercredi prochain, je ne sais plus quand est-ce que c'est. Donc pour l'examen. Bonne journée en attendant. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.